Hello, hello, salut les crameurs. Alors, bienvenue dans ce 17e épisode de votre saga. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques nouveautés que nous offre la nouvelle version de Lightburn. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous en sommes à la version 1.1.03. Certains s'étonneront du nombre de mises à jour sur une période rapprochée, mais sachez que c'est normal. Si on analyse le cycle de vie d'une application, cela donne: on déploie une nouvelle version, on attend le feedback des utilisateurs, ensuite on résout les problèmes et on met en place une nouvelle fonctionnalité, on développe tout ça et on met en place une nouvelle version de l'application. Et ce cycle est répété à l'envi. Le but premier de la version 1.1 est l'amélioration de la transition entre les lasers, c'est-à-dire qu'un utilisateur possédant plusieurs lasers pourra passer de l'un à l'autre sans se préoccuper des réglages et des bibliothèques qui lui sont inhérents. C'est du moins le but. Pour l'instant, seulement quelques fonctionnalités sont disponibles. Par exemple, pour le passage d'un laser diode vers un laser CO2, ça changera automatiquement les unités de mesure de millimètre minute à millimètre par seconde. Ce qui suit, donc la bibliothèque de matériaux suivra la machine également et les fenêtres seront adaptées. J'espère que les calques et leur configuration suivront dans cette optique. Passons maintenant en revue les quelques nouveautés que nous apporte cette nouvelle version. Alors, la première n'est pas flagrante, mais elle existe et est bien effective. C'est le fait que si vous aviez un PC de conception au deuxième étage de votre maison, dans votre bureau, et que vous créez votre projet, mais que votre PC de production est au deuxième sous-sol ou dans le garage, si vous deviez transférer un fichier de l'un vers l'autre, une fonte existante sur votre PC de conception risquait de ne pas se trouver sur votre PC de production. Donc pour vous éviter bien des va-et-vient entre les étages, la nouveauté est qu'un texte ajouté lors de la conception de votre projet, donc dans une fonte particulière avec les réglages habituels, peut ne pas se retrouver bien sûr sur votre PC de production. Ce texte, lors de la sauvegarde de votre fichier en la conception, sera automatiquement transformé en chemin. Ce texte étant maintenant vectorisé, il n'est plus nécessaire d'avoir la police adéquate sur le PC de production. Vous ne pourrez bien sûr plus le modifier en tant que texte, mais vous pouvez toujours y appliquer les mouvements, donc rotation, la taille, etc. sur votre PC de production. Et ceci au détriment du développement de vos mollets. Passons à la nouveauté suivante. Si vous tracez un petit rectangle, vous, en mode sélection, vous remarquerez que deux nouvelles petites poignées sont apparues. Petites poignées qui vous permettent d'appliquer un cisaillement ou une distorsion sur la forme choisie, quelle que soit celle-ci, aussi bien horizontalement que verticalement. Voilà, ce qui vous permet de faire très rapidement un pattern. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Je la mets là, je diminue un peu. J'en colle une suivante, voilà, que je fais tourner dans l'autre sens. Je déplace, voilà. Je trace un petit rond. Voilà, je sélectionne ma forme par rapport au rond et j'applique un tableau circulaire. Voilà, en remplissage, voilà ce qui donne un pattern psychédélique. Alors, plus simplement, si j'efface le tout, je trace un petit carré. Je vous rappelle qu'en maintenant la touche Shift, vous gardez les proportions. Je le place en ligne. Voilà. Donc,
Maintenant, je le copie, CTRL-C, CTRL-V, je le déplace contre, je lui applique un cisaillement, hop, je le replace, hop, il n'est pas contre, voilà, un CTRL-C, CTRL-V, hop, non, CTRL-C, CTRL-V, je le prends, je le déplace, je copie mon carré initial, CTRL-C, CTRL-V, je le positionne, et j'ai maintenant un parallélépètre rectangle en isométrique. Cette forme, si je sélectionne le tout, je peux encore lui effectuer un cisaillement dessus. Je vais en inverser la direction, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Ok, voilà. Si je sélectionne le tout, CTRL A, je le mets en remplissage, je lui applique une rotation, et voilà une autre forme, un autre pattern que vous pourriez utiliser dans votre projet. Il y a bien sûr d'autres applications pour cet outil. Passons à la nouveauté suivante. Si je sélectionne tout, je l'efface. Si je trace une forme, disons un rectangle que je mets en ligne pour mieux voir. Je vais d'ailleurs en mettre un deuxième pour montrer. Alors, si je sélectionne une pièce, auparavant, si vous vouliez la bloquer et vous empêcher de la déplacer par inadvertance, vous aviez la possibilité de le verrouiller. Ce verrouillage était appliqué sur une seule forme, que celle sur laquelle vous vouliez l'appliquer. Maintenant, donc ici je vais la déverrouiller pour vous montrer, nous avons ici dans le bas 4 petits switches permettant d'appliquer à la totalité de vos éléments, soit le déplacement, donc vous voyez vous n'avez plus la poignée de déplacement, le redimensionnement, vous n'avez plus la possibilité de redimensionner, de la tourner ou de la cisailler. Attention, ce que vous appliquez par ces curseurs est applicable sur toutes vos pièces. Donc si maintenant je veux bouger celle-ci, vous voyez que je n'ai plus non plus les poignées permettant de la modifier. Bien sûr, je récupère cette fonctionnalité en recochant les petits curseurs. Voilà, donc là maintenant je peux faire ce que je veux sur la forme en question. Voyons maintenant ce que nous apporte la nouvelle version comme modification dans les menus. La première d'entre elles, c'est le Load Pref Backup. Donc en fait, il arrivait que les préférences étaient perdues, donc semblaient être perdues. Donc vous n'aviez plus votre laser, vous n'aviez plus toutes les configurations et vous perdiez les paramètres de tous les calques. Maintenant, mais pour ce faire, il faut que je fasse un nouveau fichier. Je ne le sauve pas, voilà. Donc si je clique sur Load Pref Backup, j'ai une liste des 50 dernières sauvegardes des préférences. Donc à tout moment, je peux revenir sur une version de mes préférences dans le temps. Il vous suffit de la charger et vous récupérez toute votre configuration. Alors, continuons l'exploration de notre menu. Donc, nous avons vu fichier, Load Pref, modifier. Nous avons maintenant un collet en place, mais ce n'est pas encore au point. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça devrait. Donc, je suppose qu'il y aura des améliorations à apporter.
Alors, dans paramètres de l'appareil, nous avons maintenant la possibilité de... Vous avez une option ici de faire en sorte qu'il ne soit plus nécessaire de faire majuscule en même temps que cadré pour avoir le laser allumé lorsqu'il cadre. Si vous cochez ici la case, il sera tout le temps allumé lorsque vous ferez un cadrage. Ok, pour ça. Alors, continuons dans les outils. Rien de spécial. Alors, le menu disposé, autogroupe, c'est encore en développement, il n'y a encore rien derrière. Alors, ah voilà, une fonction ici assez intéressante. Je vous explique. Si vous avez, par exemple, une série d'objets, CTRL A, je vais le déplacer, et que vous avez un morceau de bois, une planchette, dans lequel vous aimeriez découper ces éléments. Si vous sélectionnez le tout et que vous cliquez sur Nest Select, il a en fait transformé vos éléments en SVG. OK, il a copié le chemin de là où il a placé ce fichier SVG dans le notepad, dans le clipboard, dans le bloc-notes. OK. Et maintenant, donc vous avez votre fichier SVG ici. Il vous ouvre une fenêtre, donc une connexion internet vers svgnest.com. Vous faites un upload du fichier qu'il vient de créer. Donc ici je suis en téléchargement, je l'ai bien là. Je le transfère. Donc ici j'ai bien mes pièces et il demande de cliquer sur le contenant. Donc vous avez le contenu et le contenant. Je clique dessus, voilà qui est fait, et je lui demande de commencer à voir comment il serait possible de placer tous ces éléments dans le contenant pour perdre le moins de matériaux possible. Donc il faut parfois vérifier. Donc il continue à faire des itérations d'essais, de rotation, etc. pour placer vos objets. Quand vous décidez que la proposition qu'il vous fait est bonne, vous arrêtez. Vous downloadez le fichier SVG. Et si vous retournez dans Lightburn, vous voyez qu'il a créé un output ici de SVG. Si vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il a placé tous les éléments dans votre contenant. Voilà, donc si je sélectionne le tout, je déplace. J'ai maintenant ma pièce de bois avec toutes les pièces à découper dedans, avec une configuration qui lui permet de perdre un minimum de matériaux. Ici, comme vous le voyez, ça n'est pas bon car il empiète en dehors du contenant. Donc celui-là, je vais devoir le déplacer un petit peu. Voilà. Et celui-ci aussi. Et voilà. Donc maintenant, toutes mes pièces sont logées dans ma pièce de bois et j'économise la moitié de ma pièce. Que je sélectionne tout, je supprime et on continue. Donc dans Disposer, nous étions à Nest Selected. Doc, il n'y a encore rien derrière, ce n'est pas encore développé. Donc je crois que c'est tout pour le menu Disposer. Laser Tool, donc c'est un menu qui a été rajouté pour regrouper en fait tout ce qui concerne le laser en lui-même.
Donc, imprimer, couper, etc. Donc, c'est ce que nous avions auparavant dans le menu outils. Alors, le test de mise au point n'est valable, d'ailleurs, il est grisé, comme vous le voyez, intervalle aussi. C'est plutôt dédié aux lasers CO2 qui ont un réglage de l'axe Z motorisé. Je ne l'ai pas. Alors, nous passons maintenant au test d'intervalle. Je vous rappelle que les intervalles, donc c'est l'interligne, donc c'est basé sur l'épaisseur du rayon de votre laser, et ça permet de voir à quel nombre de lignes par pouce il vous faut utiliser pour avoir une gravure parfaite. Donc ici, à une vitesse donnée, une puissance donnée. Donc ici, nous allons mettre 3000 et 65%. Nous voulons 10 étapes. Nous commençons en intervalle à 0,7. Je vous rappelle que votre laser, généralement, pour un Ortur par exemple, c'est un dixième de millimètre, plus ou moins. Un atom stack, on parlera plutôt de 0,8 dixième. Donc nous allons tester depuis 0,7 dixième à 1,5 dixième. Le nombre de cases, enfin la dimension de la case, nous allons mettre 7 mm, c'est suffisant. En remplissage simple ou bien en image tramée. Donc ceci, ce sera plutôt pour les images, pour les photos. Nous avons ici une preview. Donc si je clique dessus, je vois exactement ce que ça va donner. Si je veux le cadrer pour le graver, et je peux le graver bien sûr, je peux l'envoyer le G-code vers le laser si nécessaire, et sauvegarder ce test sur ma machine pour pouvoir le réutiliser par après. Voilà. Passons à l'outil suivant, le test de matériaux. Donc, vous permet de graver une grille de test pour le nouveau matériau que vous voulez utiliser. Très bien. Assurez-vous premièrement que donc il va travailler avec le calque 00 et le calque 01. Donc, assurez-vous que le calque 00 soit bien en remplissage. Ici, vous pouvez régler aussi votre intervalle ou le nombre de lignes par pouce, bien sûr. Donc, pour un OLM, 1 dixième, c'est parfait. OK. Pour mon texte, je vais le mettre en remplissage plus ligne et je m'assure que, voyons voir, donc je suis en 1665%, donc je suis plus rapide. Ça ne sert absolument à rien, donc mettons en 1200 à 70%. Ça devrait être parfait. OK. Alors, donc je vais graver une grille de 10 sur 10 en travaillant sur la vitesse et la puissance. C'est parfait. Le minimum, je vais mettre 500 et le max pour un OLM c'est 3000. OK. Pour la puissance, je vais travailler de 25 à 85%. Les petites cellules feront 5 mm sur 5 mm. Bon, disons 7 sur 7, ça serait pas plus mal. Le centre de la machine est bien en 200-215. OK, faisons une preview. Voilà, donc j'ai bien de 500 à 3000 en vitesse et de 25% à 85% en puissance. OK. Donc je peux maintenant soit enregistrer ce preset pour pouvoir le réutiliser plus par après. Donc c'est l'OLM et c'est sur du CP
boulot de 3 mm. Voilà, ok. Donc maintenant j'ai un preset d'enregistrer que je peux récupérer par après. Ok, donc là maintenant, si je veux, je peux le cadrer, l'imprimer, suspendre et arrêter. Donc ce sont les commandes normales pour le laser. Ce qui est dommage, c'est que bien que nous puissions enregistrer le preset, nous ne puissions pas annoter en fait le résultat. Ça serait pas mal. L'outil suivant, l'outil qui devrait vous permettre de trouver le centre de votre pièce afin de pouvoir graver votre gravure au centre de votre pièce. Je dois vous avouer que je n'ai pas trouvé comment ça fonctionnait. À mon avis, c'est encore en développement. Ou alors je suis vraiment à côté de la plaque, mais je n'ai pas trouvé. Et de toute façon, j'estime que c'est complètement inutile. Si vous travaillez avec une équerre, votre pièce sera toujours centrée. Allez voir, je vous explique comment faire dans le petit tuto là au-dessus. Alors, ici, donc, nous avons fait le tour. À part peut-être configuration de la rotative, vous avez exactement le même ici. Donc cet outil-là vous permettra de régler votre rotative. Je ne peux pas vous expliquer comment faire, je n'ai pas la rotative, donc je n'ai pas pu tester. Voilà, alors vous avez aussi encore ici un outil, je ne sais absolument pas à quoi il sert. Si vous le savez, mettez-moi un petit commentaire et je pourrai en parler dans la prochaine vidéo. Voilà. Encore un point, donc ici j'ai placé une variable, un numéro de série. Donc si maintenant j'applique un tableau circulaire, voilà, tableau circulaire. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que donc ici normalement je devrais pouvoir augmenter, incrémenter la variable de 5. Ok, donc je commence à 20 et je voudrais aller jusque 100. Si je fais un test, je remarque que ça ne fonctionne pas. Donc il a incrémenté que de 1 à chaque fois. Donc il y a quelque chose qui coince à revoir. Ça sera pour le prochain bug fix, je suppose. Par contre, il y a une nouvelle notion. Donc ici, en faisant le test, nous pouvions voir le résultat. Maintenant, si ce résultat au niveau des tests convient, on peut maintenant fixer. Donc ici, nous avons un bouton en plus, Bake, qui est en fait une façon de fixer ce que l'on a, donc les valeurs des variables que l'on accepte. Donc maintenant, c'est du texte, mais la variable ne change plus. Et voilà, je crois avoir fait le tour de toutes les nouveautés que nous apporte la version 1.1. Bien sûr, je n'ai pu traiter que ce qui m'est accessible avec un laser diode, puisque les fenêtres et les fonctionnalités changent pour un laser CO2. Je n'y ai pas accès, n'en ayant pas. Donc, si vous remarquez quelque chose que j'aurais oublié, faites-moi savoir dans les commentaires, je verrai ça dans la prochaine vidéo. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.